Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors je ne sais pas comment vous faites, mais lorsqu'on réfléchit à son existence, aux différents dilemmes qui peuvent se poser à nous dans le cours de nos vies, eh bien il est très fréquent. Moi j'ai une certaine propension à songer à Madame Bovary, à Bucky Cantor, l'un des personnages de Philippe Roth, à Constance Chatterley. Pourquoi puisse-t-on tant d'exemples au sein de la littérature? Frédéric Lechter-Flach, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à Sciences Po. Vous publiez un ouvrage passionnant qui aide notamment à répondre à cette question. Cet ouvrage, il s'intitule « Pourquoi le mal frappe les gens bien » aux éditions Flammarion. Vous nous aidez finalement à comprendre les différents dilemmes moraux, les différentes questions morales qui se posent dans nos vies. Les questions morales, elles sont importantes parce que ce sont des questions notamment qui n'ont pas de réponse, évidente. Pourquoi tentez-vous d'y répondre justement en puisant des exemples littéraires et pas, je ne sais pas, en faisant de la philosophie par exemple? Parce que la littérature, c'est une réserve de cas particuliers. Et dans la vraie vie, quand on traverse une épreuve, une expérience quelconque, on ne rencontre que du cas particulier. C'est toujours du singulier. On improvise toujours dans le réel. On improvise, mais toujours à partir de sources, à partir de modèles qui peuvent nous servir de guide. Et les personnages de la littérature, ils sont là en quelque sorte pour prendre le premier coup pour nous, à l'avance, pour nous préparer, pour élargir notre gamme d'émotions morales, pour nous offrir une sorte de réserve d'expérience qui peut nous servir, qu'on peut réinvestir dans nos rencontres avec le sort et en particulier avec l'injustice du sort. La littérature, elle se situe du côté de la question. La philosophie va proposer des réponses, va essayer de fournir des cadres d'interprétation, une argumentation, mais la littérature, au fond, elle se tient toujours avec cette réplique célèbre du juge d'instruction Porfiri Petrovitch dans Crime et Châtiment, quand il parle avec Raskolnikov. Il y a cette scène célèbre où ils discutent tous deux d'un sujet très intellectuel, le droit de tuer, le droit de faire des dérogations morales. Et Porfiri Petrovitch tient ce propos extraordinaire à Raskolnikov. Il lui dit, mais au fond, le cas général, celui pour lequel les lois ont été conçues, celui pour lequel les règles ont été formulées, on ne le rencontre jamais dans le réel. Dans le réel, il n'y a que du cas particulier. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de juges, c'est bien pour ça qu'on a besoin de Cour suprême. On entendait il y a un instant la présidente de la Cour suprême israélienne. Ça sert à ça, les juges, et ça sert à ça, le discernement moral. C'est à faire le lien entre les cas toujours particuliers qui nous arrivent dans la vraie vie et les règles générales pour lesquelles on s'est préparé. Bon, mais il y a des cas particuliers, très particuliers. Prenez par exemple Oedipe. Le fait de tuer son père, de coucher avec sa mère, c'est quelque chose de peu courant. Et pourtant, on réfléchit beaucoup plus à Oedipe qu'à d'autres choses qui sont infiniment plus familières, Frédéric Lechter-Flach. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de ces cas extrêmes, on a besoin de ces situations improbables. D'abord pour penser des formes de vie qu'on ne rencontrera jamais nous-mêmes, mais qui nous servent à nous situer, qui nous servent à nous positionner. En l'occurrence, Oedipe, c'est une réflexion sur la responsabilité. Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on n'a pas prévu, du mal qui rentre dans le monde par notre action, par notre intermédiaire, mais qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas conçu, qu'on n'a pas envisagé, qu'on n'imagine même pas. Comment se délègue la responsabilité? C'est des questions dont on a besoin au quotidien et que ces grands modèles littéraires nous aident à penser. En rajoutant aussi, je crois, et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon livre, en restant au niveau de l'émotion, au ras du sol émotionnel. Parce que les émotions morales, c'est le filtre par lequel nous arrivent les situations. C'est le filtre par lequel entrent dans nos vies les questions difficiles. Mais alors, justement, parce que je me disais en vous lisant, en lisant « Pourquoi le mal frappe les gens bien » aux éditions Flammarion, Frédéric Lechter-Flach, que finalement, la littérature, le choix de la littérature, par exemple, un écrivain comme Isaac Bashevis Singer, grand écrivain yiddish, expliquait qu'il avait choisi d'écrire des romans parce qu'il détestait les sociologues. Il disait même « J'écris pour les enfants parce que les enfants n'aiment pas les sociologues ». Je ne sais pas, il faudrait vérifier si les enfants n'aiment pas les sociologues, mais en sociologie, on étudie des régularités observables, c'est-à-dire les grands nombres, ce qui se passe dans la vie. En littérature, on étudie un peu l'inverse, c'est ce que vous montrez dans ce livre, c'est-à-dire ce qui n'arrive quasiment jamais. Ce qui n'arrive quasiment jamais, et en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est de recueillir des récits
d'expérience du mal qui nous oblige en fait à faire l'expérience de quelque chose qui nous dépasse radicalement, d'une forme d'injustice du sort radicale, épouvantable, mais qui nous sert aussi à conjurer nos terreurs intimes et peut-être aussi à mettre des mots sur nos douleurs, sur nos blessures. Hein, je pense à cette scène finale de la pièce de Shakespeare, Le Roi Lear. Hein, le Roi Lear, alors contrairement à la mise en scène qui est actuellement visible à la Comédie Française, ça se termine mal, ça se termine par la mort du roi Lear et par la mort surtout ça se termine un peu trop mal. Ça se termine tellement mal que dans la critique shakespearienne, on a fait toutes sortes d'efforts pour modifier cette fin. Mais en l'occurrence, dans cette scène finale, le roi Lear porte le corps de sa fille Cordelia et on ne sait pas si elle est morte ou vivante. Il hésite lui-même. Elle pourrait être encore vivante, elle est peut-être déjà morte. Il y a quelques secondes comme ça qui s'éternisent où il hésite, où il ne sait pas, où il espère encore. Et finalement, Shakespeare ne lui permet pas de sauver sa fille. C'est trop tard, c'est radicalement trop tard. Il y a une espèce de sadisme ici de la fiction, alors que c'était possible de la sauver, à quelques fractions de secondes près, c'était possible. Et on nous le refuse, et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette expérience? Eh bien, je crois que tout ça pour aboutir à cette phrase extraordinaire où Lear, au moment où il réalise que ce qu'il a dans les bras, ça n'est plus que le cadavre de sa fille, et non plus sa fille vivante et réanimable, il dit ceci, il dit pourquoi un chien, un cheval, un rat aurait-il la vie et toi plus un souffle? Écoutez Guillaume, cette phrase, elle est tellement magnifique et elle apporte tellement. Et je crois qu'elle dit l'essentiel, en fait, ce tremblement entre le trop tard et le peut-être encore possible, entre l'espoir et l'inéluctable. Au fond, c'est des choses qu'on rencontre tous à un moment dans nos vies. Alors, on retrouve la méthode que vous avez développée dans d'autres livres précédents, Frédéric Lechterflack. Vous faites des allers-retours entre des récits profanes, des récits sacrés issus de la Bible. Et cela débute par le livre de Job, parce que Job est l'incarnation de l'homme qui avait tout pour plaire, tout pour réussir, trop peut-être même un peu d'ailleurs, et qui, malgré tout ce qu'il a fait pour qu'il lui arrive de bonnes choses dans la vie, eh bien, a rencontré un obstacle dans son existence. Que raconte le livre de Job? Parce qu'il faut le dire aux auditeurs qui n'auraient pas une culture sacrée en matière de Bible. Oui, alors je vous corrige un tout petit peu, c'est pas malgré tout ce qu'il a fait de bien que le malheur lui tombe sur la tête, c'est au contraire parce qu'il a fait que du bien dans sa vie que cela lui arrive. Au fond, Job se retrouve en quelque sorte le cobaye d'une expérience entre Dieu et l'ange accusateur qui s'appelle Satan dans la Bible hébraïque, mais qui n'est pas le diable, qui est l'ange chargé d'accuser les hommes à la surface de la terre. Et Job, il est trop bien, justement. Il est tellement bien que Dieu se vante à son sujet et dit à Satan: as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas son pareil sur la terre, il est vraiment extraordinaire. Ça, c'est une foi désintéressée. Ça, c'est un type bien. Et Satan répond: oui, mais est-ce qu'on en est si sûr? La vie lui est tellement souriante, tout lui est facile, comment est-ce qu'on peut être sûr que sa foi est désintéressée? Et donc il va lui pleuvoir sur la tête une avalanche de catastrophes. En un seul jour, il va perdre tout ce qui faisait sa vie, ses biens, ses richesses, son statut social, sa famille, ses 10 enfants, le toit de la maison leur tombe sur la tête, pour voir comment il y réagit. Et au fond, c'est une parabole, bien sûr. Job n'a probablement jamais existé. C'est une histoire tellement excessive, tellement délirante dans son excès qu'elle ne peut être qu'inventée, conçue pour les besoins de l'expérience. Mais elle nous oblige à prendre la question de la souffrance des innocents en son point radical, en son comble. Mais c'est quand même une histoire désespérante, notamment pour Dieu. Moi, je pense d'abord à Dieu et je me dis qu'il doit être très déprimé avec le livre de Job, parce que finalement, elle dit que quelqu'un qui marche dans les pas de Dieu, qui n'est que vertueux, eh bien, à lui aussi, il peut arriver les pires choses, Frédéric Lechterflack. Mais c'est bien ce qu'on rencontre dans la vraie vie, Guillaume. Je crois qu'on en est précisément là. Et même si les religions ont inventé des solutions, elles sont relativement peu opérante, je crois, face à l'expérience qui peut nous arriver. En particulier, l'idée de la rétribution, l'idée que si on traverse bien l'épreuve, si on se comporte bien dans le malheur, on sera restauré. Finalement, c'est
d'une certaine manière une forme de promesse faite à Job, mais cette idée, elle est aussi insupportable. Parce que qu'est-ce qu'on fait des cicatrices? Qu'est-ce qu'on fait du malheur qui a eu lieu? Les larmes qui ont été... les larmes ne s'évaporent pas dans l'air, tout ça, ça demeure. Mais alors, en sciences sociales, il y a par exemple une expression qui s'appelle le locus of control. Le locus of control, c'est le fait de prêter à quelqu'un, justement, à qui il arrive un malheur, un ennui, un problème, eh bien le fait de lui prêter une mauvaise conduite, parce qu'on cherche à se justifier. Sinon, la vie serait véritablement insupportable en ceci que nous aurions toujours peur. On cherche à se rassurer en disant que si on a une vie bonne, il ne nous arrivera rien. Si on a une bonne hygiène de vie, on n'aura pas de maladie, même si on sait dans le même temps que cela ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que le fait de présenter justement la vie de Job de cette manière-là, ça n'est pas aussi une manière, comment dire, eh bien de limiter les pouvoirs du divin ? En tout cas, ce réflexe que vous décrivez, d'interpréter le malheur comme un châtiment, comme une punition, comme une forme de rétribution, c'est exactement comme ça que réagissent les amis, les 3 fameux amis de Job qui accourent à son chevet. Et pour eux, la vision de Job, cet homme extraordinaire, qui, moins que personne, méritait d'être frappé, et qui l'est pourtant, cette vision est tellement insupportable, elle remet tellement en cause leur vision du monde, leur vision de Dieu. Ils ne peuvent pas vivre avec ce démenti de tout ce en quoi ils croient. Et donc, ils vont s'attacher petit à petit, et le dialogue va devenir extrêmement violent, à lui trouver des raisons d'être châtié, d'être frappé. Et on voit au fond, à travers cette histoire, on est obligé de réaliser avec Job que le malheur est parfois distribué de manière aléatoire, sans considération des mérites des uns et des autres. Et donc que la question qui donne le titre de mon livre, Pourquoi le mal frappe les gens bien, c'est une question complètement idiote, naïve, absurde. Et on le sait, nous sommes des êtres rationnels, nous savons que le fait d'être quelqu'un de bien ne vous protège pas de la malchance ou de l'injustice du sort. Mais on y tient. Et ce que je voudrais en fait ce que j'essaie de creuser dans ce livre, c'est pourquoi est-ce qu'on y tient? Qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit des êtres humains? Cette attente que aux gens bien, il n'arrive rien de mal. Et plus profondément, qu'est-ce que signifie notre expérience du mal? Et notre expérience du mal, c'est pas seulement la souffrance des innocents. Ça, je dirais, c'est la première étape à hauteur d'enfant du questionnement. Notre expérience du mal, c'est celle de l'aléa, c'est celle des attentats, c'est celle de l'épidémie de Covid, c'est celle de ces situations qu'on a vécues collectivement, qu'on vient de traverser, on est encore en plein dedans, dans lesquelles un tel est frappé, alors qu'un tel, juste à côté, s'en sort indemne. Et comment donner un sens à tout ça? Comment vivre dans un monde où de telles choses arrivent? Comment est-ce qu'on lutte avec ces émotions qui nous submergent, qui nous sidèrent quand on rencontre ça dans la vraie vie? Et je crois que le détour par la littérature, par toutes ces histoires de personnages à qui le sort est injuste avec une brutalité inouïe, nous offre une forme de discernement et peut-être de conjuration. Mais alors, ça justement, c'est quelque chose qui résonne énormément avec l'actualité, avec la guerre qui est racontée de manière quotidienne, avec la guerre en Ukraine, avec peut-être aussi ce qui se déroule, ce qui s'est déroulé lors des procès des attentats de Nice, où des personnes qui étaient vous, qui étaient moi, qui étaient n'importe qui, se retrouvent frappées par une tragédie, Frédéric Lechteur-Flacks, qui a peut-être été un peu oublié. C'est arrivé en France, en Europe, il y a 70 ans, mais cela faisait des années qu'on n'avait pas songé à ça. Qu'est-ce que peut nous apprendre la littérature à ce sujet lorsqu'on entend ce genre de drame, lorsqu'on vit ce genre de drame? Je crois que ce qui nous a marqué, quand on entendait des familles, des parents de victimes des attentats témoigner au procès des attentats de Paris, au procès de Nice, c'était le contraste bouleversant entre l'importance, le caractère précieux d'une vie pour les proches d'un être disparu et l'indifférence, la désinvolture de ceux par qui le mal est entré dans le monde. Le contraste entre la parole des victimes et celle des assassins. Et je crois que c'est ça aussi que la littérature nous fait toucher du doigt. Et je ne sais pas si on peut dépasser en réalité cette émotion-là, mais en tout cas la littérature nous y prépare, nous offre des mots qui sont
qui sont pas des pansements sur nos blessures, mais qui d'une certaine manière prennent en charge une forme de scandale et de sidération et nous aident à vivre avec le scandale sans renoncer à l'exigence de dignité humaine. Ce contraste entre le caractère éminemment précieux d'une vie pour ceux pour qui elle est précieuse et l'indifférence du mal qui frappe de manière aléatoire, eh bien, d'une certaine manière, c'est l'exigence humaine que ce monde ait du sens et que ce qui nous arrive ait du sens. Et c'est ce que la littérature nous permet aussi d'élaborer. Mais alors, qui incarne ce mal en littérature? Parce que dans l'actualité, hélas, on voit très bien qui incarne le mal, mais dans la littérature, qui incarne le mal absolu? On voit des exemples de biens qui sont frappés par le mal, Job, mais à l'inverse, Frédéric Lechterflack. Alors, le mal, en tout cas de la manière dont je l'étudie, c'est pas la malfaisance, c'est pas la malveillance qui m'intéresse. Ça, au fond, c'est pas une vraie question. On sait pourquoi les hommes sont mauvais, on a plein d'explications, on a la sociologie, on a la psychologie sociale, on a des modèles, on a la philosophie, on sait répondre à cette question-là. Pourquoi les hommes font le mal? La question vraiment difficile, c'est celle du mal subi, celle du mal, au fond, comme énigme de la souffrance aléatoire, celle du désarroi de ceux qui sont frappés. Et la littérature, finalement, elle ne cesse de faire l'expérience, de faire l'expérience à ces personnages d'injustice du sort en tout genre qui... Évidemment, nous nous tenons aux côtés des personnages pour faire l'expérience avec eux. Et d'une certaine manière, ces personnages prennent le premier coup pour nous. Frédéric Lechterflack, Pourquoi le mal frappe les gens bien, aux éditions Flammarion. Il sera publié la semaine prochaine. Camille de Toledo va nous rejoindre. Lui aussi, il s'interroge sur le rôle de la fiction, le rôle de la littérature. Il publie Une histoire du vertige et c'est aux éditions Verdier. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous sommes en compagnie de Frédéric Lechterflack. Vous enseignez la littérature à Sciences Po. Vous publiez Pourquoi le mal frappe les gens bien aux éditions Flammarion, un livre qui est en quelque sorte un laboratoire des cas de conscience, un laboratoire des dilemmes moraux. Bref, vous utilisez la littérature pour tenter de comprendre pourquoi des choses arrivent, pourquoi le mal, en l'occurrence, frappe les gens bien. Nous recevons Camille de Toledo, bonjour. Vous êtes romancier, vous publiez un essai, Une histoire du vertige aux éditions Verdier. Et si je vous ai invité, c'est parce que vous aussi, vous vous intéressez au pouvoir de la littérature et notamment aux raisons pour lesquelles la littérature a une place spécifique dans nos vies. Pourquoi nous sommes des êtres de fiction. Qu'est-ce qu'il y a de si singulier, Camille de Toledo, dans notre rapport à la littérature ? Alors, ouais, moi, je m'intéresse à la manière dont, en fait, le langage devient, au fil de la vie, un appui y compris physiologique. Donc, en fait, sur des incidences sur le corps. Comment est-ce qu'on s'appuie sur des histoires ? Comment est-ce qu'on est fait de tissus d'histoire ? Comment est-ce qu'on habite narrativement le monde, et donc comment ça devient vraiment un appui. Et donc dans l'histoire du vertige, oui, je pars de la figure du Quichotte, qui est un peu une sorte de figure acméique emblématique de cette manière d'habiter narrativement le monde, au point d'oublier en fait ce que je nomme la vie nue, et donc de se détacher de l'expérience vécue. On se souvient, Sancho Panza ne cesse de lui rappeler à quoi il se heurte, et sans cesse en fait Don Quichotte conjure et répond en quelque sorte par une nouvelle production fictionnelle. Donc en fait ça engage un peu plus pour moi que la littérature, hein. C'est la manière dont nous habitons, y compris physiologiquement, comment le langage en quelque sorte ment. C'est vraiment la phrase tenir parole. Nous tenons à la parole, et donc en fait lorsque quelqu'un ment, il y a quelque chose qui se brise dans le tissu de la vie, et les appuis, y compris de l'existence, les appuis du corps tombent. Un enfant à qui on a menti, il va mettre du temps en quelque sorte à sortir du tissu d'histoire dans laquelle il a grandi. Et donc il y a chez moi ça rejoint sans doute la question du mal, mais c'est comment est-ce que le langage fait mal au monde, et comment est-ce que le langage produit du mal en fait, y compris la littérature qui peut produire le mal en fait. Et donc c'est ça et c'est cette sorte de cassure, ce que j'appelle le vertige, c'est la cassure entre les codes que nous produisons nous autres humains pour habiter le monde et l'expérience vécue. Voilà.
Don Quichotte est une référence centrale dans votre ouvrage et nous avons trouvé dans les archives de France Culture une adaptation radiophonique du chef-d'œuvre de Cervantes avec, et on n'en est pas peu fiers, avec Bernard Ménez dans le rôle de Don Quichotte. Ils cheminèrent quelques instants en silence. C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine une trentaine de moulins à vent. La chance conduit nos affaires mieux que nous pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés? Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commencerons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la terre de cet ivraie. Des géants? Où ça? Là, devant toi, avec ses grands bras, dont certains mesurent presque 2 lieues. Allons donc, monsieur. Ceux qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, mais des moulins. Et ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse. On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié. Allons, mon bon Rocinante, à l'attaque. Monsieur, je vous dis que ceux que vous allez attaquer sont bien des moulins et non des géants. Monsieur! Ne fuyez pas, lâche et vile créature. C'est un sale chevalier qui vous attaque. Vous aurez beau agiter plus de bras que n'en avait le géant Briaré, je saurai vous le faire payer. Un extrait du Don Quichotte disponible sur l'appli Radio France, un feuilleton réalisé en 2018 par Cédric Ossire. Camille de Toledo, pourquoi Don Quichotte est si important selon vous ? Alors, dans l'histoire de la littérature, c'est souvent considéré comme vraiment l'ouverture du roman moderne. Mais la raison pour laquelle moi, il m'intéresse passionnément depuis longtemps, c'est je me dis, mais en fait, quelle est l'économie psychique de Don Quichotte? Pourquoi, en fait, il tombe, il se relève? Comment il se relève? Et pourquoi il en vient, en fait, à nier, y compris des faits auxquels il se heurte, en fait. Et cette économie psychique, pour moi, rejoint une économie psychique vraiment qui est en plus, disons, dans les théories, enfin, la façon qu'on a d'étudier le cerveau, on voit très très bien qu'il y a quelque chose dans le cerveau humain qui cherche à échapper au corps, à échapper à la matière. Et sans cesse, en fait, Don Quichotte défie sa blessure. Il ne cesse de reproduire la rupture entre l'expérience vécue et la fiction qu'il crée. Et ce qui est très intéressant dans l'expérience historique du Quichotte, c'est que derrière ça, il y a la destruction il y a un certain nombre de destructions en Espagne, de destructions historiques, y compris la fin de la présence juive en Espagne, l'expulsion. Donc il y a un certain nombre de catastrophes historiques qui sont produites. Et Cervantes encode ces catastrophes en se posant des questions comme qui croire, que nous fait le langage, comment est-ce qu'on produit de la fiction. Donc c'est comme s'il y avait un lien entre la destruction et la production de fiction. C'est parce que ça détruit qu'en fait on est sans cesse relancé. La figure, c'est il y a eu une catastrophe, on est relancé par l'espoir. Donc en fait il y a eu un drame humain, quelles histoires nouvelles on va pouvoir se raconter. Et là dans le livre, Histoire du vertige, il y a un drame que nous traversons toutes, c'est qui est la destruction, disons, terrestre. Et donc en fait comment est-ce que ce moment chiasmatique est le moment où il y a de la destruction massive, partout, l'écocide, etc., et en même temps, comme on vit un âge fictionnel absolument vertigineux, c'est-à-dire que ce serait Don Quichotte, premier être netflixien, si vous voulez, premier être de streaming qui a lu des romans de chevalerie. Et c'est cet alliage entre ce chiasme entre la destruction et la production de fiction qui est au cœur du livre. Et pour vous, Frédéric Lechter-Flack, Don Quichotte, que signifie-t-il ? Écoutez, je ne suis pas sûre que Don Quichotte il nie les faits en réalité. On se demande en fait quand on relit ce roman, est-ce qu'il nie les faits ou est-ce qu'il sait le réel, mais il décide de ne pas en tenir compte, il insiste pour le voir autrement. Et au fond, Don Quichotte, je me rappelle des propos de Kundera dans l'art du roman à propos de ce qu'il considère comme l'ancêtre du roman moderne, effectivement, comme Camille de Toledo le disait. Mais Kundera disait de Don Quichotte, en fait, on ne sait pas quoi penser de ce personnage, on ne sait pas si l'intention de ce roman, c'est une critique de l'idéalisme moral du personnage, ou si c'est au contraire une sorte d'éloge nostalgique de cet idéalisme moral, de ce modèle de l'éthique chevaleresque. Et au fond, c'est bien la question de la fiction à nouveau. Est-ce que ces fictions auxquelles Don Quichotte choisit de croire sont toxiques, ou est-ce qu'elles sont fécondes ?
Bon, mais ça doit vous plaire, Frédéric Lechterflack, le fait qu'il y ait justement une ambiguïté dans un roman, qu'on ne sache pas finalement si Cervantes est du côté de Sancho Panza ou du côté de Don Quichotte. Dans les grands livres, dans ceux que vous étudiez sous forme de laboratoire moral, parfois on ne sait pas. Oui, bien sûr, et c'est là que la littérature a toute sa place dans le concert des sciences humaines. Là encore, je continue avec mon Kundera de l'art du roman, qui disait que le roman, il est là pour détruire pendant la nuit la tapisserie que les théologiens, les savants, les philosophes ont tissée pendant le jour. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi une contribution à la réflexion et à la pensée que cette ambiguïté de la littérature de fiction. Et parmi les écrivains, Camille de Toledo, que vous croisez dans votre livre « Une histoire du vertige » aux éditions Verdier, on croise Zweig. Et notamment l'un des livres de Zweig, Le Monde d'hier, vous citez Zweig, je vais lire cette citation, « Si je cherche une formule commode qui résume l'époque antérieure à la Première Guerre mondiale dans laquelle j'ai été élevé, j'espère avoir trouvé la plus expressive en disant « c'était l'âge d'or de la sécurité ». Expliquez-nous. Oui, d'ailleurs, je reprends parce que c'est important de noter que lorsqu'il emploie ce terme de sécurité, enfin, qui est le mot traduit dans la traduction, pour les hommes, disons, et les femmes du début du XXe siècle, il l'emploie dans un terme, dans un sens qui était, il le décrit d'ailleurs dans Le Monde d'hier, c'est le moment des assurances, c'est l'idée qu'on va vers le progrès, c'est l'idée d'une flèche de l'histoire qui va vers l'avant, qui va produire de la stabilité, de la paix, en fait, avec une idée d'ailleurs de paix perpétuelle. On est avant la Première Guerre mondiale, lui écrit évidemment dans les dernières années de sa vie, et ce sera un livre posthume, mais il se souvient, il se rappelle ce temps d'avant en le décrivant comme l'âge de la sécurité, qui est très différent du terme sécurité aujourd'hui, qui est à la lumière de toutes les peurs, au contraire, de toutes les instabilités et les troubles qui sont... Voilà. Et donc, la position de Zweig, elle est fascinante dans Le Monde d'hier, parce que c'est comme s'il faisait en quelque sorte la généalogie des différents habitats narratifs dans lesquels ont vécu les Européens au fil des premières années du XXe siècle. C'est-à-dire, en somme, il y a ce temps de la sécurité, l'âge d'or des assurances, on est avant la Première Guerre mondiale, tout va aller vers le mieux. Puis il y a cette absolue destruction de la Première Guerre mondiale. Et la crise de la culture, enfin tout ce qui s'en est suivi, on parle beaucoup de Valéry en ce moment. Et donc comment se relèvent les êtres humains à la fin de la Première Guerre mondiale par différentes formes de trauma. Donc il y a cette idée d'instabilité, là aussi de vertige, qui est déjà là dans les années 20, 30. Et il va décrire comme ça au fil de ce livre, qui est un livre de chevet pour moi. Mais alors justement, parce que en vous lisant Camille de Toledo, en lisant Zweig et Le Monde d'hier, on se dit qu'on est un peu de retour dans cette situation-là, que les risques, les périls sont à nouveau présents. Vous faites l'amour. Oui, non, je fais pas l'amour. Je dis juste que l'histoire du vertige montre à quel point c'est cyclique, en fait. Les phénomènes de foi, de croyance, y compris qui fondent le langage, en fait. On croit au langage, on croit à différentes formes d'envoûtement, et puis on rechute, et puis on reprend. Exactement ce que je disais du Quichotte. Il tombe, il chute, il reprend, il relance une fiction. Et donc, on est tout le temps dans ce trouble fictionnel où on va croire au langage. Donc, au fond, moi, je souris souvent quand j'entends « nous vivons des crises », etc. C'est qu'en fait, la crise ne cesse jamais. Il y a une crise entre nos habitats narratifs et le monde et la vie nue. Et en fait, on ne cesse de reproduire ces phénomènes d'envoûtement, donc où on va se mettre à croire. Donc, on a cru, par exemple, à la fin du 19e siècle, à une idéologie qui s'appelait le marxisme, qu'elle allait être la libération, la fin de l'histoire, etc. Et puis, on est retombé. Il y a des gens dans les années 20 qui se sont lancés dans différentes formes d'envoûtement narratif politique, qui étaient les fictions du fascisme, et ces narrations-là, en fait, sont retombées. Voilà. Et en fait, après, dans les 30 Glorieuses, on a relancé une fiction de progrès, et nous vivons dans l'Anthropocène, au temps de la crise climatique, dans l'effondrement de ce grand récit. En fait, sans cesse, on produit, il y a une sorte d'économie psychique dans l'être humain qui produit ces phénomènes d'oscillatoire entre l'ascension par la narration et l'effondrement ou la chute, et donc c'est cette cassure qui est le vertige. Voilà. C'est quand même paradoxal, Camille de Toledo, parce qu'on a l'impression, on entend souvent dire que justement, l'une des caractéristiques de notre époque, hélas, parce qu'on rajoute souvent hélas, c'est de ne plus croire. Alors juste, enfin, lorsqu'on dit ne plus croire, c'est vraiment quel est le référent? Est-ce qu'on, il y a des faits. Don Quichotte, on ne connaît pas vraiment sa religion. Enfin, on la connaît parce que ça n'a pas beaucoup d'importance à l'époque, c'est évident. Mais en tout cas, c'est un homme qui croit.
Oui, c'est un homme qui, en fait, enfin, le roman ne cesse de poser la question de qui croire. Est-ce qu'il faut croire Sancho Panza? Est-ce qu'il faut croire le Quichotte? Est-ce qu'il faut... Voilà, donc ça, c'est vraiment la question du qui croire. Et c'est une question vraiment propre à l'époque, hein, puisque, en fait, de l'autre côté des Pyrénées, il y a Montaigne, il y a les guerres de religion. En Espagne, on sort de massacres et d'expulsions liés à des religions. Donc il y a vraiment cette oscillation, cet tremblement sur le qui croire. Mais c'est vrai que Quichotte est un croyant et il croit au langage. Mais en fait, on ne va pas enlever la croyance. La croyance, elle est consubstantielle au langage. Si par exemple, prenons un exemple sur un père qui s'approche de son fils, il dit « Je t'assure, je suis ton père », est-ce que l'enfant a confiance ou pas? Et si 20 ans plus tard, le père n'est pas en fait le père biologique, en fait, le récit dans lequel l'enfant a grandi s'effondre. Donc, le langage implique une croyance. Le langage, structurellement, ment, si je devais le dire avec des termes d'enfant, il n'est pas la chose. Donc il ment, il y a un écart, il trahit et traduit, il cherche parfois à bien traduire, et parfois il trahit, et très souvent il trahit. Et nous vivons dans cet écart entre les mots et les choses. Voilà, c'est à peu près ça. La question de la croyance, Frédéric Lechter-Flach, la question de croire lorsque le mal arrive. Vous citez un autre exemple parmi les livres que vous étudiez. Il y a le livre de Philippe Roth, Némésis. Alors, juste pour le dire en 2 mots, Némésis, c'est une épidémie de polio qui survient à New York, aux États-Unis, en 1944, et qui va frapper, bien sûr, des enfants. Certains vont rester handicapés, d'autres vont mourir. Il y a un personnage, Bucky Cantor, et on est sur fond donc de religiosité, en l'occurrence de religiosité juive. Et l'une des questions posées par ce livre est finalement qui croire encore lorsqu'on en est à prononcer un kaddish, la prière des morts, pour un enfant. Quelle est la réponse que donne la littérature à cette question ? Dans le roman de Philippe Roth, Némésis, effectivement, la scène se passe dans le quartier juif de Newark, et ce détail a son importance parce que pour les juifs, la croyance, ça n'est pas une foi, ça n'est pas le fait d'accorder crédit à, c'est une confiance. C'est avoir confiance en Dieu. Et au fond, c'est cette confiance en Dieu qui est profondément ébranlée, brisée, quand des enfants au hasard, se mettent à mourir autour du personnage principal qui est professeur de sport sur le terrain de jeu local du quartier. Et c'est ça qui ne comprend plus. Et comment est-ce qu'on se situe face à un Dieu qui fait mourir les enfants ? Bucky Cantor va vriller littéralement face à cette découverte. Il va perdre les pédales et briser sa propre vie et renoncer à toute possibilité de bonheur en révolte face à cette réalité, au point que quand il échappe lui-même au quartier contaminé et qu'il rejoint sa fiancée dans le petit paradis à la campagne où elle s'était réfugiée et qu'elle lui dit « Dieu merci, j'ai tellement prié, qu'est-ce que je suis heureuse de te retrouver sain et sauf, mon Dieu, comme j'ai prié, merci mon Dieu !» Mais c'est une douche froide qui accueille la pauvre Marcia parce que Bucky Cantor ne supporte pas d'entendre sa fiancée prononcer une action de grâce à un Dieu qui, certes, l'a sauvé lui, provisoirement, mais qui n'a pas sauvé les enfants à la mort desquels il a assisté. Et ce rapport religieux au monde, ce rapport religieux, finalement cette religiosité un peu infantile qui consiste à croire que Dieu est en maîtrise et qui a encore du sens dans la répartition du malheur, eh bien, c'est ça qui est insupportable à Bucky Cantor. Et sa révolte, je crois qu'elle nous importe au plus haut point. Il nous importe au plus haut point de la comprendre aujourd'hui parce que la manière dont il a traversé son épidémie fictionnelle à lui nous éclaire énormément sur la manière dont nous avons traversé la nôtre et dont nous pouvons encore y réagir. Et oui, alors, il se trouve que j'ai lu ce roman de Roth pendant l'épidémie de Covid, mais cela frappe particulièrement de voir finalement quelle attitude adopter vis-à-vis d'une épidémie qui, à la manière de l'épidémie de polio telle que l'a décrit Roth, je ne parle pas de la vision médicale des choses, eh bien, frappe peu de monde, les frappe durement lorsqu'elle les frappe, mais au final représente un risque faible. Il y avait inévitablement un parallèle à faire entre Roth et ce que nous avons vécu, Frédéric Lechter-Flach. Oui, et d'ailleurs, le personnage de Roth joue les apprentis sociologues. En fait, il voit très bien que ça a l'air d'être au hasard. Tel enfant et telle vie est cueillie, telle autre est préservée. Ça a l'air d'être au hasard. Mais évidemment, il avance un petit peu plus dans sa réflexion. Il constate que les conditions de vie, les degrés d'exposition au virus jouent aussi leur rôle. Il reste cependant de l'aléa que la sociologie, que l'approche sociologique ne peut pas résorber. Et c'est cet aléa qui est absolument insupportable au personnage et dont il ne sait que faire
et avec lequel il se débat. Et il me semble, encore une fois, que le dysfonctionnement, le pathologique du personnage de Roth nous dit quelque chose des mauvaises manières de réagir à ce vertige, à ce bouleversement de notre vision du monde que nous fait subir l'expérience d'une épidémie. Camille de Toledo, il y a une autre créature métaphysique dans votre ouvrage qui, elle aussi, nous permet de voir la littérature, son rôle d'un autre œil, c'est le Moby Dick d'Herman Melville. Là aussi, je vous propose de nous le présenter, de nous dire pourquoi cette œuvre vous retient. Alors, la lecture que j'en donne, qui reprend d'ailleurs des éléments d'autres lectures, mais disons qu'on est dans une époque, 19e siècle, où en fait on tue des baleines pour produire de l'huile. Et pour extraire l'huile des baleines, pour ensuite mettre dans des lampes à pétrole. Donc c'est le début des révolutions industrielles, notamment aux États-Unis. Et donc, il y a une sorte d'épopée océanique dans Moby Dick. On lit souvent Moby Dick avec, à l'image en tout cas, cette lutte à mort entre Achab, avec son esprit de vengeance, et le Léviathan. Voilà. Et en fait, si on regarde bien, très très vite, Melville, d'ailleurs dans la continuité, ou avec Bartleby, qui a toujours un peu comme ça à l'œil, à la fois Manhattan et le premier capitalisme américain, Melville voit ça avec une grande lucidité. Il décrit en fait une économie de la spéculation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui possèdent le bateau. Le PECO, il est divisé en parts, en actions. Donc il y a des actionnaires qui sont des Quakers. Donc si vous voulez, sur France Culture, je crois qu'on peut le dire, c'est déjà, il annonce l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire qu'il décrit les actionnaires du PECO comme étant celles et ceux qui vont au temple sans problème pour prier pour la paix et la bonté, etc., et qui en même temps envoient des bateaux sur la mer pour massacrer des baleines. Et donc il y a cette économie de la croyance des Quakers actionnaires du PECO, et donc c'est ce que je déploie dans le livre en montrant qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de mystère encodé dans Moby Dick qui est lié notamment à la figure du harponneur. Queequeg, et qui est le camarade du narrateur Ismaël. Et donc c'est cette énigme que je soumets, qui est une énigme au fond sur l'économie de la croyance. C'est-à-dire d'un côté on a des protestants qui envoient des bateaux massacrer des baleines, et de l'autre en fait il y a ces harponneurs qui ont une autre cosmovision, une autre ontologie, dirait l'anthropologue Philippe Descola, et qui eux en quelque sorte ont un autre lien aux entités de la nature non humaines, notamment les léviathans, les baleines. Et donc, en fait, c'est ce conflit de croyances, ce conflit d'attachement, ce conflit d'encodage que je déploie. Voilà, pour essayer de comprendre, en fait, à travers Moby Dick, là encore une fois, ce qui nous arrive. Pourquoi il y a de la production de fiction et en même temps, pourquoi chiasmatiquement, il y a de la destruction massive. Mais alors, dans cette œuvre que vous citez, on a souvent prêté justement à Moby Dick une dimension purement métaphysique. Oui, alors évidemment, il y a le combat avec, en quelque sorte, le messager. Enfin, bibliquement, le Léviathan, c'est pas n'importe quelle entité. Effectivement, c'est l'envoyé, c'est celui qui va avaler Jonas. Enfin, c'est le monstre, c'est le grand poisson. Enfin, bon. Donc, il y a un certain nombre d'encodages. Mais évidemment, ces encodages religieux du monde vont avoir des incidences sur la matière. C'est-à-dire que si je peux aller prier, je le décris en fait dans Moby Dick en disant... Qu'est-ce qui nous arrive avec l'affirmation des monothéismes? Qu'est-ce qui nous arrive quand on sépare entre le sanctuaire et le profane? Et il y a cette phrase dans le livre, dans l'histoire du vertige, en disant, une fois que le monothéisme est là, où il s'affirme, alors profane, la terre sera profanée. C'est-à-dire que si la matière n'est plus chargée d'animation, y compris de sacralité, alors ça deviendra une matière profane, et donc il y aura profanation. Voilà, bon, Frédéric Lechter-Flack, on a débuté avec le livre de Job, on finit par Moby Dick, mais on finit par un récit métaphysique. Votre conclusion? Oui, bien sûr, c'est une fable métaphysique, Moby Dick, puisque c'est une manière de partir à l'assaut de Dieu que ce combat contre la baleine blanche, et c'est bien comme ça que Melville concevait son livre. Et en même temps, souvenez-vous, ça se termine mal, ça se termine par une destruction généralisée. Autrement dit, cette quête métaphysique dans laquelle le capitaine a embarqué tout son équipage, a emmené tout le monde dans son délire, ça se termine par le naufrage du bateau, et il n'y a qu'un seul survivant, le narrateur. Et au fond, ce roman nous oblige aussi à nous tenir sur cette ligne de crête entre la fable métaphysique, la grandeur, le caractère exaltant, la ferveur de ce combat contre Dieu, et
la réalité profane qui est que des vies sont perdues et ces vies, elles valaient quelque chose, elles avaient un sens, elles avaient une valeur et il n'en reste qu'un, celui qui est là pour raconter l'histoire. Merci à tous les deux. Merci Camille de Toledo. Une histoire du vertige. Petit clin d'œil à Jean Gionon en fin d'émission, parce que c'est lui la baleine blanche, mais c'est un cachalot. J'ai une petite rectification, mais on lui doit le fait qu'on croit aujourd'hui que c'est une baleine blanche. Voilà. Merci Camille de Toledo, une histoire du vertige. Donc votre livre aux éditions Verdier, Frédéric Lechter-Flack, Pourquoi le mal frappe les gens bien. C'est votre ouvrage aux éditions Flammarion. On peut d'ores et déjà le commander. Dans quelques instants, le point sur l'actualité sur France Culture.